Donc, bonjour à tous. Je pense que vous avez eu accès au sondage. Est-ce que vous avez répondu aux questions? Ça vaut la peine pour se mettre dans le bain. Aurélien et moi, on est ravis de vous accueillir dans ce webinaire où on va en fait concilier la protection des données dans l'aspect plus juridique de la donnée avec la cybersécurité qui touche aussi les systèmes, les processus et qui sont aussi très importants pour protéger les assets de l'entreprise. Alors, mon nom est Caroline Perriard, je travaille pour Brandit Legal and Digital, où on collabore avec les entreprises dans tout ce qui est projet de digitalisation, e-commerce, et puis surtout les programmes de conformité à la protection des données. Et de mon côté, Aurélien Astier, donc je travaille pour Red Cactus, je gère cette entité du groupe Positive Thinking Group, qui a pour vocation la cybersécurité, en particulier, on travaille dans tout ce qui est Red Team, Blue Team, qui sont des pendants de la sécurité, et comme on va le voir ici, un petit peu tout ce qui est gouvernance, sensibilisation à la cybersécurité. Et donc, on a créé ce partenariat en particulier avec Caroline parce qu'on pense que la protection des données et la cybersécurité, finalement, c'est un petit peu la même chose. C'est deux facettes d'un même problème, c'est comment protéger la valeur ajoutée de sa société. Alors, merci. Aurélien, donc sur ce petit sondage, voyons les réponses, si vous avez trouvé juste, si vous connaissez la valeur de la donnée. Donc, Aurélien, on peut passer sur les réponses. Et voilà. Donc, combien d'entreprises ont déjà été victimes de cybercrime? 33%. Donc, ça veut dire quand même 1 sur 3. Peut-être que votre entreprise fait partie des 2 tiers, des bons 2 tiers. La valeur moyenne d'une donnée personnelle, elle est estimée à 18 francs. Donc, ça veut dire que ça a une certaine valeur, surtout quand on pense que les attaques vont cibler des millions de données. Donc, on peut faire des calculs. Ça permet d'avoir un montant à la fin de la journée qui est relativement haut pour ceux qui rachètent, pour ceux qui vendent ces données. Et puis, combien vaut votre boîte mail pour un hacker? Ça aussi, une information intéressante à 14 francs qui fait que le hacker va considérer qu'il y a énormément d'informations dans une boîte mail qui vont pouvoir être réutilisées de manière fallacieuse pour différents buts. Alors aujourd'hui, on ne va pas se concentrer vraiment sur la cybercriminalité, mais on va plutôt se concentrer sur vous et puis les moyens que vous allez mettre à disposition de vos clients pour démontrer que vous avez une approche, je dirais, conforme à la loi quand il s'agit de la protection des données personnelles et puis la cybersécurité. Donc, on a décidé de prendre un exemple. Le cas où vous, en tant qu'entreprise, vous allez vendre des produits et des services, vous êtes prêt en fait à finaliser la vente, votre client potentiel est d'accord, mais il revient vers vous en vous posant quelques questions sur la structure de l'entreprise. Il vous demande de garantir la confidentialité de vos services et de vos données, d'assurer les mesures de sécurité en place, d'assurer qu'elles sont adéquates, et puis aussi d'assurer que vous respectez les réglementations en vigueur. Alors, sur le dernier point, il peut y en avoir beaucoup. Vous pouvez être au courant ou non des réglementations qui s'appliquent. Sur le deuxième point, ces mesures de sécurité, ça va dépendre de votre industrie, des standards. Ça va évidemment impliquer les mesures que vous allez mettre en place en amont, mais aussi s'il y avait une violation de données du client, comment est-ce que vous allez gérer ça? Et puis, la confidentialité. Donc, du coup, on va ici couvrir la protection des données et puis la cybersécurité. Aurélien reviendra dessus. Donc, les questions que vous allez vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que je peux démontrer cela ou est-ce que il va falloir que je mette en place des mesures à l'interne pour pouvoir démontrer cela à ce client et aux clients futurs avant, je dirais, d'être dans le stress de l'appel d'offres. Donc, pour répondre à cette question, on a pris 2 axes. D'un côté, les attentes de vos clients, de l'autre, plutôt vos besoins à vous. Donc, la première chose, l'attente de vos clients, finalement, c'est de travailler avec des prestataires de confiance. Donc ça, c'est finalement assez évident, j'ai envie de dire. C'est tout à fait logique. Une entreprise ne va pas avoir envie de travailler avec quelqu'un à qui il ne fait pas confiance. Et pour cela, vous allez devoir montrer patte blanche un petit peu et au travers d'un certain nombre de choses.
Donc, des pratiques de gestion de données, une sécurité adaptée et, comme le disait Caroline juste avant, un respect des réglementations. Mais de façon plus précise, ça passe par 3 grands axes qu'on a décrits ici. Le premier, c'est la gouvernance des cyberrisques. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que vous avez pris en compte finalement les risques que l'IT, que l'informatique et puis que la cybersécurité faisait peser sur votre entreprise, que vous savez comment y répondre et éventuellement que s'il y a un incident, que vous sachiez comment revenir à la normale. La deuxième chose, c'est qui est d'autant plus vrai aujourd'hui avec les réglementations RGPD et LPD, c'est la protection des données personnelles. Aujourd'hui, on voit que ça a pris beaucoup de place dans le débat public et ce thème va être important pour certains clients. On le voit maintenant de plus en plus fréquemment. Et puis enfin, selon votre secteur, vous allez devoir éventuellement valider des audits de certification selon votre secteur ou selon les gens avec qui vous voulez travailler, on verra après. Ces audits de certification, ils peuvent être de différentes natures, mais l'idée c'est que voilà, votre client va vous demander de fournir des preuves de ce que vous faites pour avoir confiance en vous, et à partir de ce moment-là, éventuellement, il travaillera avec vous. De l'autre côté, on a vos besoins à vous en tant que prestataire. Alors finalement, ils sont assez limités. Là, on est toujours dans le cadre d'un prestataire de service ou de la vente de produits, par exemple, mais l'idée est toujours la même. Ça va être d'inculquer de la confiance à vos clients, enfin que vos clients puissent vous faire confiance, et donc pour ça, il va falloir proposer une image de confiance. Ça passe par les points qu'on a vus avant, qui finalement sont vrais aussi pour vous. Et puis, le deuxième point, c'est que vous allez avoir besoin d'accéder à des marchés publics ou d'accéder à des appels d'offres ou des ventes de produits, typiquement. Si vous souhaitez mettre en place un nouveau service ou accéder à un marché public, vous allez devoir démontrer votre fiabilité, votre sécurité, comment vous protégez vos données et du coup, montrer éventuellement que, comme je disais juste avant, les certifications que vous avez mises en place ou que vous validez. Donc, on va passer maintenant aux réglementations. Oui. Alors, un point qui est important, évidemment, c'est de savoir quelle est la loi qui s'applique, qui va donner le cadre, en fait, à ces exigences et puis à quoi vous devez vous conformer. Donc, on a déjà parlé du RGPD relativement beaucoup ces dernières années. La LPD, donc c'est la loi fédérale de la protection des données qui est applicable en Suisse. Pour information, cette loi vient d'être révisée et approuvée par les 2 chambres au niveau du Parlement. Donc, on attend la date de mise en application qui va être donnée par le Conseil fédéral. Et là, vous pouvez déjà noter qu'on attend vraiment que cette nouvelle loi soit appliquée en 2021 ou plus tard, fin 2021. Il y a évidemment d'autres certifications et d'autres lois qui s'appliquent. On a mentionné ici les certifications comme ISO 27001, certifications NIST, qui sont des certifications, en fait, je dirais, volontaires de l'entreprise, mais qui, par exemple, au niveau de la cybersécurité ou de la sécurité informatique en général, sont très courantes. Et c'est des certifications qui sont fréquemment demandées qui pourraient être demandées par vos clients parce qu'on les connaît et on sait que les projets sont toujours de grande ampleur. Donc, ça veut dire que l'entreprise aura acquis un bon niveau de sécurité si elle a obtenu ces certifications. Ensuite, il y a des réglementations du marché qui s'appliquent. Si vous êtes dans le domaine financier, vous allez suivre les directives de la FINMA ou le PSF au niveau européen pour tous les acteurs dans le domaine financier. Si vous êtes dans le domaine médical, peut-être que vous aurez des règles comme les règles HIPAA qui s'appliquent aux États-Unis, qui vont aussi être pertinentes pour votre marché. Donc là aussi, bien définir quelle est la réglementation qui s'applique. Parfois, elle s'applique en parallèle. Et puis, du coup, il faut aussi considérer, voilà, laquelle je prends, à quel moment et comment, en fait, je vais les combiner. Parfois, on a aussi l'impression qu'elles sont un petit peu contradictoires. La défaillance, et c'est là qu'on voulait venir. Si vous ne respectez pas ces règles, quels sont les risques? Quelles vont être les conséquences? Alors, la première, c'est vraiment la dégradation de l'image, voire l'exclusion du marché par les concurrents. Vous allez perdre en réputation et du coup, vous allez peut-être plus être considéré comme un prestataire potentiel dès le départ, je dirais, par le client.
Les possibilités d'amende, ça on l'a vu dans la presse ces dernières années aussi suite au RGPD, des amendes relativement grandes lorsqu'il y a un vol de données, lorsqu'il y a une collecte qui est faite qui ne suit pas les règles de la loi. Donc c'est des amendes qui peuvent voilà, vous empêcher, je dirais, de grandir et puis qui vont grever votre budget. Et en dernier recours, on pourrait aussi voir une décision d'une autorité qui empêche quelques opérations, donc le retrait du droit d'opérer, par exemple si on est dans le monde financier, et puis Aurélia reviendra sur un exemple précis plus tard, ou bien si vous n'avez plus le droit d'utiliser tel et tel traitement de données, ça va peut-être vous empêcher de faire des tests, c'est dans le domaine médical de nouveau, des tests sur des patients, ou bien de faire du marketing, si vous devez aussi faire de la prospection, ou bien peut-être même vous empêcher de produire certains produits et services parce que vous aurez une décision négative. Donc vraiment, ce cadre réglementaire, il est important à cerner suivant votre industrie et peut-être aussi suivant quelle est l'industrie du client final. Alors, pour être un peu concret et sauter dans la réalité du marché, on va vous montrer par 3 exemples, en fait, quelles ont été les questions posées par certains de nos clients et puis aussi les actions qu'ils ont prises pour remédier aux défaillances qu'ils voyaient auprès de leur entreprise. Donc, la première, c'est le cas d'une étude d'avocat qui se trouvait en fait dans l'incapacité de donner des garanties claires et sûres à un client potentiel et du coup diminuer ses chances d'obtenir le mandat. Notre client ici est un groupe international qui est actif en Europe, mais aussi hors Europe. Donc, évidemment, on a des législations différentes qui vont s'appliquer. Ils sont actifs dans un secteur hautement concurrentiel. Donc, je dirais tout le petit plus qu'on peut mettre en avant par rapport aux clients est un avantage. Ils ont aussi déterminé qu'ils n'avaient pas de processus rigoureux à l'interne de traitement des activités, de traitement des données. Au niveau externe, il n'y avait pas de mention spécifique sur le site Internet. Donc, finalement, on ne communiquait pas clairement sur quels étaient les principes inhérents de l'entreprise. Et puis, on a aussi relevé qu'il n'y avait pas de contrat intragroupe, donc de contrat qui permet de transférer, je dirais, sur des bases solides, les données entre les entités. Il n'y avait pas non plus de clause spécifique dans les contrats avec les clients ou les fournisseurs. Donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est d'abord d'évaluer quelles étaient les entités. Donc, on a fait une cartographie des entités pertinentes du groupe. Donc ça, on pense parfois que c'est assez facile parce qu'on va se dire, bon, on a telle et telle société affiliée, on les connaît. Par contre, on oublie peut-être une autre société qui a été rachetée ou peut-être une société qui est en cours de vente, etc. Et certaines autres entités qui ont aussi accès à des plateformes ou à des données de l'entreprise. Donc, la cartographie, elle va nous aider aussi à dessiner le flux des données pour savoir qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui ressort et comment elles sont conservées. Ensuite, on va faire un inventaire des activités de traitement de données. Et ça touche tous les départements d'une entreprise, que ce soit les ressources humaines, la finance, les ventes, bien sûr, le département IT et puis le marketing. Donc là aussi, dans le cas d'une étude d'avocat, on avait beaucoup d'activités qui touchaient les clients avec des noms de personnes. Donc, on a des clients qui sont des entreprises, on peut savoir des clients qui sont des personnes privées, mais à chaque fois, il y a des noms aussi de personnes et des données personnelles à considérer. Ensuite, on a mis à jour les contrats. Donc, de nouveau, on a travaillé sur un accord intragroupe, ce qui permettait aux sociétés de transférer les données sur une base solide. Ça, c'est important, par exemple, pour une étude d'avocat, parce qu'il y a des cas qui sont partagés entre les entités. Si on a un conflit dans un certain pays, peut-être qu'on va aussi le défendre dans un autre pays, et du coup, on va partager les informations. À ce point-là, je veux aussi dire qu'un avocat aurait tendance à dire « oui, mais on a le secret d'affaires, on est sous le sceau de la confidentialité ». Oui, ça s'applique, comme dans le domaine médical, par exemple. Il y a des obligations comme ça inhérentes à la loi, mais ce n'est pas forcément exclusif
de la protection des données personnelles où on a une loi différente. Donc, c'est important aussi de considérer que le secret d'affaires, la confidentialité n'est pas suffisante pour démontrer qu'on protège suffisamment les données. Évidemment, après qu'on sécurise au niveau IT les informations. Et puis, ensuite, on a travaillé sur le site Internet parce que là aussi, ce qu'on a envie de dire, c'est que souvent, le site Internet est un petit peu la vitrine de votre entreprise et c'est là qu'on va pouvoir voir, est-ce que vous êtes déjà posé des questions, est-ce que vous communiquez avec les visiteurs de votre site, mais aussi les autorités qui vont venir regarder, oui, il y a une notice de confidentialité, ils ont au moins fait ça, on va pouvoir dire. Et puis, le dernier point, en fait, et ça, c'est plutôt par rapport à l'avantage qu'a apporté notre travail, c'est que ça a été valorisé, tous ces efforts, on peut être valorisés dans le processus de certification ISO 27000 que l'entreprise a décidé d'initier par la suite. Et toute cette partie de conformité aux lois sur la protection des données a pu vraiment être insérée dans ces projets et puis à renforcer aussi le projet ou la mise en œuvre en fait de cette certification. Donc Aurélien, je te passe la main sur les autres exemples, s'il te plaît. Merci. Donc, moi, pour ma part, je voulais vous présenter le cas d'une PME qui souhaitait fournir un service cloud, en l'occurrence, à un grand groupe international et qui s'est vu finalement dans l'incapacité de fournir ce service puisque le grand groupe avait des exigences en termes de sécurité. Et la PME n'ayant pas forcément pris ça en compte, elle n'était pas capable de répondre forcément aux questions. Ça, c'est le cas qu'on a vu par le passé chez nous, et je voulais un petit peu partager les bonnes pratiques que qu'on a mis en place. La première, finalement, c'est tout l'enjeu quand vous allez dans cette situation, c'est de prouver que vous avez réfléchi à la sécurité, parce que en l'occurrence, le cas de la PME, en l'occurrence, ils n'étaient pas capables de le faire. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Security by Design ou Privacy by Default. Ce sont deux grands thèmes de la sécurité qui reviennent finalement un petit peu à la même chose. C'est dire que dès la conception d'un produit, d'un service, de quelque chose, on va penser à la sécurité. Alors moi, je suis pas forcément pour dès la conception, mais en tout cas dès la mise en production, j'ai envie de dire, si c'est un service, ou dès la mise sur le marché, si c'est un produit. Là, il faut que la sécurité soit prise en compte, sinon on va forcément avoir beaucoup plus de frais et de difficultés à la prendre en compte par la suite. Typiquement, c'est assez facile de la prendre en compte sur certains départements, par exemple sur la finance, sur les ressources humaines, sur la R&D, des choses qui sont assez critiques et comme ça permet de montrer un petit peu que les choses sont prises en charge. Dernier point de ce côté-là, tout simplement, il est assez simple d'écrire une politique de sécurité, c'est la base finalement. Qu'est-ce que c'est une politique de sécurité? C'est un simple document qui va montrer ce à quoi vous avez pensé de ce point de vue-là, qu'est-ce qui va se passer si vous avez un incident de sécurité, quels sont les rôles et les responsabilités de chacun dans ce cas, et éventuellement comment vous allez revenir à la normale. Donc voilà, premier point, prouver que vous y avez réfléchi. Deuxième point, un peu plus pragmatique, utiliser des services sécurisés. Tout comme votre client va souhaiter s'assurer que vous êtes un prestataire sécurisé, vous aussi utilisez des services sécurisés. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, qu'ils soient gros ou petits, qui ont des certifications qui montrent que la sécurité est prise en compte. Et donc, voilà, de votre côté, assurez-vous aussi que vos prestataires soient sécurisés. Je pense en particulier, typiquement dans un projet qu'on a fait dans le médical sur un cloud où il y a des certifications hébergeurs de santé, par exemple. Et puis, dernier point, aborder la sécurité dans son ensemble. Aujourd'hui, surtout dans le cas d'une PME, on a tendance à dire soit que la sécurité n'est pas notre sujet, soit que la sécurité est le sujet de l'IT. Dans la réalité, souvent, c'est finalement, c'est clair que c'est pas que l'IT. On peut donner l'exemple, par exemple, des arnaques aux patrons qui vont cibler plutôt les départements financiers ou les départements de direction. On peut, donc
que l'IT, c'est clair. Et puis, du coup, ça implique de former les collaborateurs. C'est plutôt la méthode pour aborder la sécurité dans son ensemble, c'est former les collaborateurs à la sécurité. Éviter de faire du shadow IT, par exemple. Le shadow IT, c'est l'idée de prendre un outil, utiliser un outil externe, comme WhatsApp, par exemple, alors que l'entreprise ne l'utilise pas forcément. Voilà pour la PME. Je voulais aussi partager rapidement le cas d'une grande banque privée. Alors, c'est un cas un petit peu particulier, et puis c'est dans un domaine un petit peu sensible. Mais pour le coup, la méthode, enfin, déjà les conséquences étaient assez intéressantes, et la méthode est intéressante pour vous, je pense, et pour moi à partager. L'idée, enfin en tout cas le cas de cette grande banque, c'est qu'elle a eu une fuite de données clients, et elle a été dans l'incapacité, elle, de montrer quelles données avaient fuité, qui les avait fait fuiter, et puis et en fait le résultat a été que le régulateur, qui s'appelle la FINMA, leur a interdit, enfin, leur a demandé de mettre des mesures en place, sinon ils se voyaient justement retirer leur licence d'opérer. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus vendre de services financiers sur la Suisse en l'occurrence. Pour une banque, c'est un petit peu problématique. Donc, pour pallier à cette problématique, il a fallu passer par toute une démarche de protection de la donnée et de gestion de la donnée. Donc, la première chose qu'on a dû faire ensemble, c'est un état des lieux de la gestion de la donnée. Quelles sont les données sensibles qui ont été quelles sont les données sensibles de la banque en l'occurrence, à quelle réglementation elles sont soumises, autant légales que métiers, comme on l'a vu précédemment. Et puis, est-ce qu'elles sont suffisamment protégées? Pour les protéger, on va devoir les classifier également. Voilà, une donnée publique, une donnée que vous allez pouvoir mettre sur LinkedIn, sur Facebook, sur n'importe quel réseau social ou sur votre site internet, n'a pas la même sensibilité que les données bancaires, par exemple. Donc tout ça, c'est des questions qu'ils ont dû se poser, qu'on s'est posé avec eux et qui ont permis finalement de passer aux étapes suivantes, qui est plutôt l'opérationnel. Donc, comment sécuriser cette donnée? On va pouvoir, en fonction de la sensibilité, la chiffrer ou l'anonymiser. Donc, la chiffrer, c'est la rendre visible. L'anonymiser, c'est transformer un nom avec un nom différent pour qu'elle soit illisible aussi, mais compréhensible uniquement par certaines personnes. On va contrôler l'accès aux données. Typiquement, si vous êtes sur le réseau local de votre entreprise, vous allez être considéré comme une personne d'un niveau de confiance plus élevé que quelqu'un qui est dans un autre pays sur un réseau public. Contrôler l'accès aux données, c'est un petit peu ça. En fonction du niveau de confiance qu'on accorde à la personne, on va permettre d'accéder avec un mot de passe ou avec une double authentification ou avec de la biométrie, quelque chose comme ça. Donc voilà, l'étape suivante, c'est le contrôle d'accès aux données. Et enfin, tout ça, ça a permis finalement de tracer, de documenter dans un premier temps, et puis de tracer ce qui se passait à l'intérieur de la banque. Et pour vous, c'est un petit peu la méthode qu'il faudrait avoir pour arriver jusqu'au point où vous êtes capable, d'une part, de savoir où est votre donnée, comment elle est gérée, et finalement qui y a accès, et puis à la limite depuis où. Et ça permet ensuite d'éviter de se voir retirer la licence d'opérer. Voilà un petit peu pour le cas de cette grande banque qui me paraissait intéressant. Quelques conseils très rapides, parce que voilà, on arrive au bout du webinaire. En conclusion, on voulait juste partager donc ces 5 grands thèmes. Le premier, on a identifié les points faibles. L'idée, c'est un petit peu la même chose. À partir du moment où vous avez pensé à votre sécurité, vous savez où sont vos faiblesses et du coup, vous pouvez argumenter dessus. La première chose, c'est effectivement penser à cette sécurité, à sa protection des données et du coup savoir où est-ce qu'on en est. La deuxième chose, côté cybersécurité, c'est de mettre en place des mesures pour être un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Alors, on n'a pas eu le temps d'aborder dans le détail ce point, mais l'idée, c'est que si vous êtes au-dessus de la moyenne de votre marché, des personnes mal intentionnées auront plutôt tendance à aller chez votre voisin que chez vous. Donc ça, c'est un conseil général sur la cybersécurité en l'occurrence.
Et puis le troisième point, qui regroupe un petit peu tout, la formation des collaborateurs, ça vaut autant pour la protection des données personnelles que pour la cybersécurité. À partir du moment où les gens sont sensibilisés, où vos collaborateurs sont sensibilisés, vous aurez beaucoup moins de problèmes. Je te laisse la main. Alors, les deux derniers points sont aussi importants. Tout ce qui est cybersécurité ou sécurité et protection des données, ce sont des choses qui doivent être révisées. Donc, c'est des projets sur le long terme. Donc, c'est bien de le faire, de commencer, mais il faut aussi agender une révision régulière. Ça, c'est vraiment très important parce que voilà, les technologies changent, les lois changent, et puis il faut toujours être sûr que ce qu'on a fait il y a 1 ou 2 ans sont encore actuels. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail, ça vaut la peine de communiquer sur ces efforts parce que ça va amener un avantage concurrentiel. Ça va aussi permettre de dire soit à vos clients, soit à vos actionnaires, que voilà, vous avez mis en place certaines choses, ça fonctionne, et puis que les risques inhérents à ces attaques de sécurité sont moindres et que s'il devait y avoir une attaque, par exemple, vous serez aussi prêt à la gérer. Donc, on conseille aussi vraiment de communiquer sur ce qui est fait, sur ces efforts pour en faire un avantage concurrentiel et de nouveau pour être pris dans la liste des prestataires à qui on va faire confiance et puis à qui on va demander de participer par exemple à un appel d'offres. Donc, on avait envie aujourd'hui de vous présenter ces points assez brièvement, mais on espère aussi que ça va pouvoir susciter chez vous quelques questions et puis peut-être aussi permettre de cibler voilà, quels efforts vous allez mettre en avant ces prochains mois. On a peut-être encore quelques minutes pour des questions. Donc, j'aimerais ouvrir la place aux questions. En l'occurrence, on a une question. Lorsque l'on souhaite mettre en place un nouveau service, accéder à un nouveau marché, combien de temps prend un audit IT et légal en moyenne? Je pense que ça dépend un petit peu de la grandeur de l'entreprise. C'est pas des choses qui vont prendre automatiquement 6 mois, 1 année. La façon dont on travaille, autant Red Cactus que Brandit, c'est de fonctionner par étapes. Et c'est clair qu'on va toujours commencer par aussi une évaluation de ce qui est fait, ce qui a été fait et des actions à prendre. Donc, Aurélien, est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose là-dessus? Ouais, alors de manière générale, après, c'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend forcément du niveau de maturité, autant dans le domaine de la sécurité que de la protection des données de l'entreprise. Après, nous, on a des métriques assez génériques, mais juste pour savoir le cas de l'audit en l'occurrence, pour simplement faire l'audit, on est plutôt autour de 5 jours pour une PME et 15 jours pour une entreprise d'un millier de salariés, je dirais, pour avoir une estimation. Exactement. Donc, il y a des choses qui sont plus faciles à mettre en place que d'autres. Et puis, c'est aussi important que l'entreprise dise, voilà, nous, on a besoin de ça, on doit se focaliser sur tel et tel domaine, et puis après, on peut travailler par étapes. Et on a une deuxième question de Madame Gonin. Concernant la conformité du site web de l'entreprise, pouvez-vous expliquer ce que cela comprend concrètement? Alors, je pense qu'au niveau de la protection des données, on parle vraiment ici de la transparence par rapport à la collecte des données qui sont faites via le site, les réseaux sociaux et certains événements, par exemple offline. Donc, on va parler de la traditionnelle notice de confidentialité. Et après, il faut aussi inclure les cookies parce que de toute façon, ces sites fonctionnent avec des traceurs technologiques. Donc, on va aussi devoir communiquer à ce sujet-là. Après, nous, on travaille aussi beaucoup sur l'optimisation de la collecte de données. Ça veut dire qu'on n'a pas une approche non, on ne collecte pas du tout de données, mais plutôt de se dire comment est-ce que pour le marketing, on va essayer d'avoir une approche proactive pour tenter en fait d'inciter les visiteurs du site à partager une adresse email pour recevoir des informations. Et puis après, on met un cadre pour que ce soit juridique. Mais on travaille vraiment sur comment on va pouvoir collecter une information pertinente qui va pouvoir être utilisée par l'entreprise par la suite et qui ajoutera une valeur. Donc, je reviens aussi à ce qu'Aurélien disait avant, il faut pouvoir vérifier les traces et ça, définitivement, on le fait tant au niveau juridique qu'au niveau sécurité. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, si vous souhaitez intervenir.
Une question de Monsieur Devèvre. De quel profil interne avez-vous besoin pour réaliser un audit? Alors, côté, on va dire que ça dépend forcément de la portée de l'audit, mais l'idée, c'est un petit peu d'auditer les responsables qui vont avoir un enjeu sur la cybersécurité. Donc, comme je le disais tout à l'heure, selon la portée de, la portée de ce qu'on veut mettre en place, est-ce qu'on veut sécuriser l'intégralité de la boîte, de l'organisation, ou est-ce qu'on souhaite se restreindre à certains services? Ça va forcément avoir un impact sur les stakeholders, sur les parties prenantes qu'on va devoir intégrer à l'audit. Mais l'idée, c'est du coup de prendre typiquement les responsables financiers, les responsables opérationnels, les responsables informatiques et sécurité de l'entreprise pour que chacun puisse expliquer comment est-ce que fonctionne son département, sa BU, j'ai envie de dire. On peut penser aussi au marketing, forcément, pour le côté protection des données. C'est eux qui vont être en première ligne sur la protection des données personnelles. Et du coup, toutes ces personnes-là, effectivement, il va falloir les auditer, comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent et quels sont les process qu'ils ont en place pour gérer que ce soit les données ou leur façon de travailler au niveau IT. Et puis en fonction de ça, voilà, c'est un petit peu comme ça que va se passer un audit. Alors, s'il y a pas d'autres questions, je suggère qu'on finisse ici. Vous pouvez toujours nous contacter, Aurélien ou moi, si vous avez d'autres thèmes que vous voulez discuter ou des choses que vous aimeriez clarifier. On a enregistré ce webinaire, donc vous pouvez le réécouter avec plaisir ou bien le partager à l'interne. Et voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette session. Merci beaucoup. Bonne journée à tous les participants. Au revoir.